Ce balado est produit par OnPod, un studio de contenu vidéo près de chez vous. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Lassène. Lassène, merci d'être venu au podcast. Merci Jérémy. Rentrons direct dans le sujet. On parle de diversité, on parle d'interculturel. C'est quoi les plus gros défis pour quelqu'un qui vient d'un autre pays puis veut commencer ou commence à travailler au Canada, commence à travailler ici? En fait, pour les nouveaux arrivants qu'on appelle ou les immigrants qui viennent d'arriver au Québec, les plus gros défis, je dirais, c'est d'abord ce qu'on appelle le choc culturel. Mm-hmm. Tout le monde en vit un choc culturel. Surtout l'hiver, dépendant du pays. Je l'ai dit souvent, je dis, tout dépend aussi de la saison quand on arrive au Québec, au Canada. Moi, j'avais la chance, il y a 15 ans, j'étais arrivé en été, il faisait beau. Ouais, et puis, ça change tout le monde est en bonne humeur, il fait beau partout. Mais j'avoue que si on arrive en plus en mi-janvier, en février, en plein hiver, c'est sûr qu'en plus de choc culturel, tu vas avoir un peu de choc climatique. Ouais. Allant de plus 30, plus 28 à moins 20, moins 15, c'est sûr que ça fait quelque chose au corps. Et puis Mais parlant de l'aspect un peu culturel et puis l'aspect de l'intégration professionnelle, etc., c'est sûr qu'on fait face à ce qu'on appelle un choc culturel qui est un sentiment de dépaysement, vraiment de confusion, de perte de repères. Tu sais, on est habitué à une certaine manière de faire, on connaît nos repères, on a toute notre famille, notre routine, tu sais, le travail, etc. Du jour au lendemain, tu te retrouves quelque part et puis tu n'as plus ça, tu as juste ta famille ou toi seul et des grands questionnements. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Questions, oui. Qu'est-ce que je deviens dans ce nouveau pays? Comment je peux naviguer tout ça? Tu sais, même le sens d'orientation, les gens, ils sont perdus. T'es perdu, oui. Et, tu sais, je dis souvent, tu sais, c'est comme la conduite. Dans le fond, tu peux être conducteur, tu vas avoir une auto dans ton pays d'origine, mais c'est bien beau de conduire avoir conduit pendant 20 ans, 30 ans. Tu arrives ici, ben, on te demande de refaire ton permis parce que les conditions de conduite, c'est pas la même. C'est pas la même mentalité de conduite. Absolument. Dans une tempête de neige ou dans un verglas, etc., ne serait-ce que le pneu d'hiver, là, on connaît pas ça. Là. Non, c'est ça. Même en Europe, on connaît pas Pas vraiment, non. Fait que c'est une adaptation. Donc, il y a le choc culturel, en effet, dû à la valeur, aux cultures, et puis aux normes, à la communication, ne serait-ce que l'accent aussi, il faut le dire. On arrive, et puis l'accent, les gens ils sont habitués à un langage, à une manière de s'exprimer, etc. On arrive ici, c'est différent. Et donc, il y a ça, mais il y a aussi l'isolement. Je dirais, c'est un facteur important je dirais, qui est un enjeu majeur. Parce que, comme je disais, on arrive de pays où on a toute une communauté, on a la famille, des proches, je veux dire, comme tout un cercle social, etc. C'est vraiment dur de te faire des amis parce que la culture est différente, puis il faut que tu trouves. Absolument. Et puis, tu connais pas encore le monde. Ben, si ça se trouve, tu connais peut-être quelques personnes de ta communauté, mais ils sont occupés aussi. Donc, ils partent toute la journée pour travailler, les enfants à l'école, etc. Ben, tu te retrouves un peu dans l'isolement, donc il faut aller faire des efforts. Donc, il y a cet aspect aussi. Et puis, je dirais aussi au niveau professionnel, il faut faire la reconnaissance des acquis, des diplômes et tout ça. Ça, c'est aussi un enjeu majeur. Moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années maintenant avec les nouveaux arrivants où je les ai accompagnés pour l'intégration professionnelle et puis l'intégration sociale, etc. Je vous dirais, c'est vraiment un des enjeux majeurs quand on arrive. Et puis, la reconnaissance, il faut retravailler pour avoir cette crédibilité. J'étais médecin dans mon pays d'origine, j'étais même chirurgien neurologique, etc. Tu arrives, non, tu ne peux pas exercer parce que tu as tout un processus. C'est un gros processus. Des gros processus, pareil pour les ingénieurs, tous les métiers régis par des ordres professionnels, etc. Ça, c'est un grand défi parce que ça fait quand même un coût pour l'estime de soi. Et puis pour la confiance en soi, et puis de dire que qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je change complètement de métier, je commence dans un métier d'entrée, ou je me tape un processus de 5 à 10 ans pour avoir mes équivalences et mon permis, etc. Donc, il y a tous ces aspects-là. Ajouter à ça un peu l'aspect économique, c'est-à-dire la recherche de travail. On arrive avec des économies, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut trouver un emploi pour payer les factures, pour mettre de la nourriture sur la table de sa famille, etc. Et ça, c'est pas évident pendant les premiers mois, allant même à la première année. Ça prend beaucoup de temps pour que les gens
ils trouvent leur repère, qu'ils prennent les formations qu'il faut, qu'ils aient de soutien ou de support qu'il faut. Donc, je résumerais un peu ça comme ça. Et ça prend de soutien parce qu'il n'y a personne qui est capable, bien sûr, de s'en sortir seul. Heureusement, au Québec, on a toutes les ressources et puis on peut en parler plus tard. Ouais, moi j'ai une amie qui venait des Philippines, puis elle était avocate, mais tu sais, c'est quand même haut placé dans sa firme d'avocat, puis là elle arrive au Canada, puis c'est comme, elle était chanceuse, elle a refait son barreau, tout ça, mais ça a pris des années, ça a pris de l'argent, puis je pense qu'elle avait l'argent, puis elle avait le temps, parce qu'elle avait le conjoint canadien, tu sais, ça allait bien, mais tu sais, c'est arrivé avec des enfants, ça doit être extrêmement dur sur ce côté-là. Ça prend de la persévérance. Ça prend beaucoup de persévérance, de vision moyen-long terme et de soutien, comme je disais tout à l'heure. De soutien. Puis où tu trouves que les gens trouvent le soutien, justement? Je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui aident. Absolument. Ben, c'est ça, le conseil qu'on donne en général pour les nouveaux arrivants, c'est de ne rester pas seul. Quand vous arrivez, ou restez pas juste dans vos communautés, dans vos petites bulles de confort. Il y a tellement de ressources qui sont là pour offrir des services de soutien, d'intégration socio-professionnelle, surtout pour l'orientation professionnelle, pour la recherche de travail, mais aussi pour l'intégration sociale. Il y a tellement d'activités sociales, des sorties, etc. Donc, tout ça, c'est important d'aller vers les organismes. Et puis, je pourrais en nommer quelques-uns avec qui j'avais travaillé en tant qu'intervenant conseiller, comme à Montréal, par exemple, on parle de l'Hirondelle. D'ailleurs, un grand bonjour à l'Hirondelle et puis un grand salut parce que c'est un des organismes qui m'a donné aussi ma première expérience professionnelle vraiment valorisante, autant qu'intervenant, accompagnateur des parents immigrants à l'époque. Et ils font tellement d'activités. Il y a la Maisonnée, il y a le CACI, le CSAI. Il y a tellement d'organismes qui sont là pour offrir un service de qualité, et puis avec beaucoup d'humanité, puis beaucoup d'accueil et de chaleur, pour justement permettre à ces gens-là d'avoir un ancrage. Ça, c'est pour la recherche d'emploi, des études. Les entrepreneurs aussi. Pour ceux qui veulent entreprendre et faire un cheminement d'entrepreneuriat, il y a tellement d'organisations et puis il y a des services dans Entreprendre ici, où j'avais aussi géré un projet d'accompagnement et pour la diversité ethnoculturelle dans le milieu entrepreneurial. Donc, il faut aller voir ces gens-là. Ils ont de l'accompagnement. Il y a des formations, il y a des programmes, il y a des subventions. Tout ça, ça permet justement de se refaire un peu son parcours et puis de trouver des nouveaux repères et surtout d'aller de l'avant dans son parcours professionnel et puis d'intégration sociale aussi. Puis si on parle au travail, c'est quoi un cadre culturel puis pourquoi c'est important? Ce qu'on appelle le cadre de référence ou le cadre culturel, je pense que si on peut plus le simplifier, ça serait un peu tout ce qui un peu fait en sorte qu'on a des valeurs, on a une certaine manière de voir le monde, on a une certaine manière de voir les autres, tu sais, la société, la communauté, le travail. Tu sais, on parle de différentes cultures. Quand on parle des cultures, ben, c'est ça un peu le cadre de référence. C'est chacun ses valeurs, chacun ses croyances, chacun a ses repères culturels, ce qu'il trouve correct, ce qu'il trouve pas correct, ce qu'il trouve bien, qu'est-ce qu'il trouve mal, qu'est-ce qu'il trouve efficace, qu'est-ce qu'il trouve inefficace. C'est vraiment relatif à chaque culture. Et puis, tout ça, là, on l'acquis à travers tout notre processus de développement d'acculturation depuis la petite enfance. Passant par l'école, passant par les milieux de travail, l'éducation familiale aussi. Tu sais, les parents, chacun a sa manière d'élever ses enfants. Il y a ceux qui sont d'une certaine croyance, il y a ceux qui sont plus d'une autre manière, etc. Donc ça fait en sorte qu'on a chacun un cadre de référence culturel, comme dit lunettes, avec lesquelles on voit le monde. Donc, chacun vraiment a sa manière de voir le monde et c'est ce qu'on appelle un peu le cadre de référence ou le cadre culturel. Et j'en profite, Jérémy, pour te dire qu'en général, les gens ils pensent que c'est la différence justement des cultures ou de ces cadres de référence qui est le problème. Alors que non. Le problème, c'est justement dans la manière de voir ces différences culturelles qui pose problème. L'interprétation dans la perception de comment gérer ça, c'est ça le problème. Parce que la différence est omniprésente. Ça fait partie de la diversité, la neurodiversité, ça fait partie de la biodiversité. C'est même un facteur important de notre survie qu'on soit différent. Parce qu'imagine, si on est tous pareils, on pense tous pareil, on agit tous pareil, c'est juste, ça ne va pas faire de bon sens, c'est tout. Puis, tu sais, on sait qu'il y a quand même des stéréotypes. Puis, c'est sûr que ça nuit au travail. Puis les différentes cultures.
il peut y avoir des problèmes sur ce côté-là. Peut-être on peut parler un peu, quoi faire en tant qu'entrepreneur ou des gens avec des employés, des patrons, pour justement bien intégrer les gens qui viennent de d'autres pays, qui ont des différentes cultures. Parce que je pense que c'est pas toujours facile, puis c'est comme encore l'interprétation. Tu vois quelqu'un, tu penses quelque chose, parce que c'est comme un blocage ou un stéréotype. Ouais. C'est une très bonne question, parce que c'est vrai qu'il y a des enjeux et des défis en termes de comment accompagner, comment travailler ensemble, comment trouver un terrain d'entente. Comment ouvrir aussi. C'est ça, s'ouvrir et puis être dans l'acceptation et puis dans l'accueil, etc. Ça m'amène un peu à ce que je nomme dans mes formations l'approche interculturelle, qui est un concept que je n'ai pas inventé, mais qui existe bel et bien depuis des décennies, donc qui est mis au service pour justement faciliter ces rapports-là, et puis faciliter le travail ensemble entre des individus, des professionnels qui sont issus de cadres de référence ou de cultures différentes. Et l'important de ça, c'est vraiment les étapes, c'est comme ce qu'on appelle d'abord la décentration. La première étape, c'est la décentration, ça veut dire la prise de conscience de nos propres cadres de référence, de notre propre valeur, culture, notre biais cognitif, notre c'est ça, c'est quoi tes valeurs? Exactement, il faut que je fasse une introspection d'abord, de dire... Je viens de lui, puis qu'est-ce qui fait en sorte que je vois les choses de cette manière-là, et puis que j'ai ces attentes, et puis que j'ai ces besoins spécifiques. Là, ça prend comme un moment de dire, d'abord, c'est quoi les lunettes à partir desquelles je vois l'autre. Ça, c'est comme la décentration. Après, il y a comme un peu aller vers le cadre de référence de l'autre, c'est la prise de conscience de cadre de référence de l'autre. Et c'est là où la curiosité joue un rôle très important. Il faut vraiment être dans l'écoute, dans l'ouverture et dans la curiosité. Oui, parce que souvent, les gens, rentrent au travail, c'est leur première journée, puis ils vont peut-être se sentir automatiquement renfermés, puis faire leur travail, mais il n'y aura pas de communication. Absolument. Absolument. Donc, avoir quand tu me demandes vraiment des pratiques inclusives très, très simples et très pratico-pratiques, c'est d'avoir un accueil personnalisé par la personne et puis de vraiment prendre le temps de le connaître, de lui expliquer les processus, de lui expliquer qu'on a une manière de faire les choses, de lui expliquer son poste, ses tâches, mais pas seulement. L'équipe aussi, qui on est, comment on fonctionne, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos attentes, etc. Après, comme je dis, très important aussi de dire que vous êtes vraiment et puis qu'est-ce que vous pouvez apporter, d'être dans la curiosité pour connaître la personne. Avoir l'intérêt, la curiosité. Avoir l'intérêt de voir c'est quoi la valeur ajoutée de cette personne. Parce qu'il ne faut pas juste le fêter dans la case et puis s'attendre à ce qu'il fonctionne dans cette case-là sans prendre connaissance de ses compétences, de son potentiel, de sa valeur ajoutée. Donc, la curiosité, l'écoute, mais pratico-pratique, on nomme aussi ce qu'on appelle des mentors ou des parrains, des marraines, qui peuvent être là dans un collègue ou quelqu'un qui est senior, qui a beaucoup plus d'expérience, ou même encore mieux, quelqu'un peut-être qui est issu de la même culture aussi, parce que si ça se trouve, on a des gens issus de la diversité, de les faire aussi impliquer dans cette démarche-là. Pour dire, écoute, si tu as des questions en dehors d'eux, etc., pour le fonctionnement, ne serait-ce que, tu sais, où je mets mon recyclage, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui est les factures, qu'est-ce qu'on fait avec comment les réunions, ça se tienne, tu sais, les ordres de jour, des choses que des fois, ils ne sont pas nécessairement dites, ni dans l'offre d'emploi, dans les tâches, etc. Après, dans le fonctionnement, est-ce qu'on fait des sorties? Est-ce qu'il y a des team building? C'est quoi la motivation? Comment on peut créer les liens? C'est vraiment de créer les liens. Après, c'est vraiment des formations aussi, des sensibilisations. Très important de sensibiliser, de former ceux qui accueillent. Parce que ce qui se passe, Jérémy, en général, on focus beaucoup sur ceux qui arrivent pour les former, pour les intégrer, mais on oublie souvent ceux et celles qui les accueillent. Très important aussi de s'en occuper de ces gens-là pour les former, pour les sensibiliser, les éduquer. Parce que comme on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qui vient de Québec, qui a grandi ici, il ne connaît pas nécessairement les valeurs ou les cultures autres, comment ça fonctionne, et puis c'est quoi la notion de choc culturel, c'est quoi les biais qu'on y. Donc, c'est important et j'en profite pour promouvoir un peu mes services. C'est ces formations que j'offre dans l'écosystème pour les organisations, pour les entrepreneurs, pour les gestionnaires, les ressources humaines, etc. Les sensibiliser à ce niveau-là pour leur dire c'est quoi vraiment l'approche interculturelle, comment mieux s'y prendre, comment favoriser l'intégration et l'inclusion. Donc, quand ils ont des outils dans leur coffre, ils peuvent s'en servir justement pour intégrer à leur manière. Il n'y a pas une recette magique, mais je te dirais, c'est vraiment les soft skills, c'est vraiment la bonne intention d'avoir et ça prend vraiment l'attitude.
c'est beaucoup plus dans l'attitude d'ouverture, de l'accueil et de non-jugement. C'est ça que ça prend beaucoup. Après, le reste, ça se travaille ensemble. C'est une co-création. Oui, parce que souvent, surtout je vois les grosses compagnies, même moi, quand je suis rentré dans certaines équipes, même j'étais déjà dans une compagnie, puis je suis rentré dans une nouvelle équipe en tant que personne permanente. C'est comme là, j'ai mon poste, puis j'ai envoyé un email à mon manager, puis j'étais comme, mais je veux vraiment rencontrer l'équipe, je voulais faire partie de l'équipe. Mais tu sais, eux, c'est comme le day-to-day, ça continue, on n'a pas le temps, c'est comme, tu connais déjà un peu, parce que j'étais comme dans la grosse corporation. Puis c'est plate parce que, tu sais, moi, j'avais des idées, je voulais amener des changements, puis vraiment comme monter l'équipe. Mais pour eux, c'était comme, une rencontre. C'est comme, on n'a pas le temps. Puis c'est plate parce que, tu sais, il y a comme il y a un manque parce que la personne, elle veut, tu sais, elle est là, puis elle veut aider. Absolument. Puis des fois, ben, c'est ça, on manque un peu l'opportunité de le rentrer dans l'équipe. Puis tes formations, ça a l'air de quoi, une formation? Genre? Je veux dire, ça doit être. C'est-à-dire que c'est des modules de formation où on va vraiment partager plus les notions. C'est quoi le parcours migratoire, par exemple, à quoi ça ressemble, justement, pour que les gens comprennent par quoi les nouveaux arrivants y passent. C'est quoi l'approche interculturelle. C'est quoi, justement, les compétences, comment développer les compétences interculturelles pour mieux favoriser l'inclusion et puis la diversité dans les milieux de travail. Ça va être des études de cas, des mises en situation. C'est vraiment important pour moi de donner la parole et puis que ça soit une co-création parce qu'il faut partir de ce qu'il y a d'abord, les défis, les enjeux, pour aller trouver les réponses. Et ça m'amène un peu à, tu sais, un peu je dirais l'ADN un peu, ou l'importance ou la pertinence un peu, c'est le comment. C'est-à-dire le pourquoi. On le sait, la plupart des gens, pourquoi faire de la diversité? On sait que c'est important, éthiquement, moralement, par force de la loi, etc. Mais, tu sais, comment le faire? C'est là où la question. Moi, j'essaye de justement les mettre à l'œuvre au travail pour faire émerger des nouvelles manières de faire, de comment mieux intégrer la diversité ethnoculturelle et la neurodiversité dans les milieux de travail. Et donc, ça va être des modules de formation de 2 heures, 3 heures en personne, en ligne. On fait des groupes, on fait des mises en situation, des études de cas, mais aussi on partage des concepts clés, comme je disais, le parcours migratoire, le choc culturel, c'est quoi les stéréotypes, les biais cognitifs, comment en prendre conscience, qu'est-ce qu'on fait avec une fois qu'on en a pris conscience. C'est vraiment, on est dans le travail de comment on change le mindset pour être au service vraiment de l'ouverture et de l'inclusion et de la diversité. Parce que c'est ça prend des outils, ça prend quand même des prises de conscience importantes. Oui, puis c'est intéressant parce que, tu sais, t'engages quelqu'un, puis tu connais pas cette personne-là, tu sais pas c'est quoi ses points forts, puis cette personne-là, elle a des points forts, puis est bonne ou il est bon à quelque chose spécifique, puis je pense que c'est important d'aller chercher ça, puis différentes cultures vont apporter différentes choses dans ton entreprise, des choses comme ça. Fait que je pense que c'est définitivement un point important de s'ouvrir à comprendre la personne, puis sa culture. J'allais ajouter dans la démarche, un peu dans l'approche interculturelle, une étape que j'avais envie de nommer, c'est la négociation et la médiation. Parce que malgré toutes nos bonnes intentions, et vraiment tout le monde qui soit conscient, et puis qu'il y ait des formations, des outils, même l'équipe de ressources humaines qui ont une division de équité, diversité, inclusion, tout ça, des fois, il y a des conflits ou des malentendus qui surgissent. C'est normal, on est des humains, et puis des fois, il y a comme des malentendus. Alors, c'est là où la démarche interculturelle, ou l'approche interculturelle, elle prend toute son ampleur, et puis il y a son rôle important à jouer, c'est d'être outillé justement à comment faire la médiation et la négociation pour trouver un terrain d'entente. On n'arrive pas devant le défi étant comme un conflit personnel, c'est comme il ne fit pas, c'est comme ça ne fit pas dans l'équipe, ça marche. Les conflits, des fois, c'est des polarités, tout simplement, en termes de manière de voir les choses, et puis comment concilier ces polarités, les avantages de chaque côté. Comme tu disais, personne, il a des potentiels, il a des qualités, mais il a aussi comme un côté culturel qu'il est comme discret, par exemple, où il ne prend pas la parole devant tout le monde parce que son boss n'est pas dans sa culture. Alors, si on ne lui donne pas des espaces safe et sécuritaires vraiment pour s'exprimer, et puis faire émerger, après, quand il y a des conflits, c'est comme s'asseoir, de dire des malentendus, on va les appeler, de dire comment on peut faire ça. Il y a toute une démarche, et puis ça s'enseigne, et puis on le pratique, c'est dans l'écoute active, c'est dans partir des besoins de chacun. Comme on dit, je mets mon chapeau de coach en général, on dit que, tu sais, comme il y a des comportements, au-dessus de chaque comportement, il y a un sentiment.
Succinctement, il y a comme une pensée, puis il y a un besoin. Tout au-dessous, il y a des besoins. Alors, au lieu d'être perdu avec le comportement, qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est pas correct, etc., allons chercher les besoins de chacun. C'est quoi le besoin de gestionnaire et c'est quoi le besoin de l'employé? Tu réalises, en fin de compte, que la plupart du temps, les besoins sont pas mal pareils. C'est d'avancer dans le travail, c'est de réaliser des bons résultats. C'est juste la manière qu'on s'y prend, soit culturellement, soit dans la manière de la personnalité s'exprime, etc. Ça peut faire des copricots ou des malentendus, mais très important. Donc, c'est un peu ça, c'est très important, cette partie de négociation et puis d'être prêt à laisser aller aussi. Lâcher prise aussi, ça des choses. Parce que le contrôle, on a tendance à vouloir avoir le contrôle sur tout, mais c'est un vieux paradigme. C'est de leadership et puis de manière de gérer. Puis c'est intéressant qu'est-ce que tu dis de, tu sais, comme si dans une culture, peut-être que tu parles pas, tu sais, parce que tu donnes moins ton opinion, la hiérarchie. Fait que ça, c'est intéressant. Tu penses, des fois, tu penses pas, là. Puis, tu sais, t'as aussi tu as la culture, puis t'as, je sais pas moi, introverti, extraverti, la personnalité. Absolument. Puis ça aussi, ça change beaucoup. Puis comme moi, personnellement, quand je suis dans un meeting Zoom avec 30 personnes, ça me tente pas de parler. Je sais pas, il y a quelque chose, mais avec mon boss direct, ben là, ça fonctionne bien, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas juste... Les gens, ils sont différents. C'est pas parce que les gens ne parlent pas autour d'une table qu'ils n'ont pas nécessairement rien à dire. Non, exactement. C'est juste... C'est là où on leur donne la chance, justement, l'ouverture. Et puis, des fois, on part des stéréotypes préjugés. Toi, tu viens d'arriver. Fait que, tu sais, toi, il faut vraiment que tu écoutes et puis que tu apprennes et puis que tu appliques. Mais ça n'a rien à voir. Non. Parce que la personne elle a peut-être une expertise, il a des outils, il a quelque chose de très, très puissant qui, si tu lui donnes la chance, ça va faire toute la différence. D'ailleurs, j'avais des chiffres par rapport à l'importance de la diversité dans les milieux de travail, de l'inclusion que j'aimerais te partager. Des études qui ont comme vraiment mis en valeur, comme cette étude de McKinsey en 2018, qui dit que les entreprises québécoises qui favorisent la diversité sont 25% plus susceptibles d'avoir une rentabilité supérieure que à la moyenne que ceux qui ne le favorisent pas. Au niveau de la croissance, par exemple, économique aussi, les entreprises diversifiées ont vu une croissance annuelle en moyenne de 15% supérieure par rapport à celles qui ne favorisent pas l'inclusion. Et cette étude encore de l'étude du Conseil de patronat du Québec qui date de 2020, 72% des entreprises ayant une politique de diversité et d'inclusion rapportent une meilleure rétention de talent. Parce qu'il y a beaucoup de turnover aussi. Ça, c'est un grand enjeu. Le turnover et puis vraiment la rétention des talents. Et puis encore, ça va dans une culture. Puis je pense que comme on regarde les jeunes aujourd'hui sont différents des jeunes du passé. Puis je pense que, tu sais, travailler comme... Maintenant, tu sais, tu as le travail de la maison, tu sais, comme on veut plus, je pense. Comme des nouvelles générations, des nouvelles manières d'être. Et donc, c'est ça, le plus inclusif qu'on est, le plus diversifié, non seulement dans les manières de travail, mais aussi dans les origines, dans la neurodiversité, tu sais, à vraiment donner de la place à tout le monde, on y gagne sur tous les niveaux. Que ce soit la croissance, la rétention des employés, des talents, que ce soit au niveau de la réputation aussi des entreprises. Maintenant, c'est l'image de marque aussi. Tu sais, les sociétés, les entreprises qui plus réussissent, c'est parce qu'ils ont su intégrer la diversité et l'inclusion dans leur démarche et puis dans leur milieu de travail. Très important à spécifier ça, c'est parce que 100%. C'est pas juste moral ou il faut juste le faire parce qu'à force de la loi, non. On y gagne tous, vraiment. C'est ça, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. As-tu un exemple de projet ou d'initiative que t'as apporté puis que ça a vraiment fait un changement dans le milieu du travail à partir de l'inclusion, de l'inclusivité? Il y a quelques exemples qui me viennent en tête. C'est par exemple le mentorat professionnel. Ça, c'est une belle initiative qui est pas mal déployée par quelques organisations, dont Réseau Mentorat, par exemple, Montréal, qui met en place des mentors expérimentés de pays d'origine, qui accueillent soit les entrepreneurs, soit les professionnels qui viennent d'ailleurs pour un peu les prendre sur leurs ailes, un peu leur montrer un peu comment ça marche, etc. Ça, c'est des programmes vraiment très réussis. Il y a aussi des programmes de jumelage interculturel que quelques organisations y mettent en place. Ça, c'est le principe, c'est de vraiment mettre des gens de la société d'accueil des Québécois avec des personnes immigrantes, et puis qui forment une relation interculturelle, un jumelage, pour apprendre à se connaître, apprendre vraiment à socialiser. Et puis, des fois, c'est balisé, des fois, c'est moins balisé, c'est moins informel. Ils peuvent aller prendre des pique-niques entre familles. Ils peuvent, par exemple, les introduire à la Fête nationale du Québec. L'autre, par exemple, à sa fête religieuse de
carême ou de ramadan, ou peu importe. Comme il y a une ouverture, et puis c'est là où on apprend vraiment. Il y a des initiatives aussi de soutien pour les nouveaux arrivants, les entrepreneurs. Et là, je veux faire un clin d'œil pour entreprendre ici, qui a une bourse d'honneur pour les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle, qui va avoir lieu en novembre, d'une valeur de 25 000 $. Oh, wow. Ça, c'est vraiment pour favoriser et encourager la diversité en milieu entrepreneurial. Donc, il y aura 25 entrepreneurs issus de la diversité qui vont avoir un prix de, ça veut dire à gagner un chèque de 25 000 $ dû à leur travail qui est fait en termes de la croissance économique au Québec, l'innovation, etc. En ce faisant, on encourage justement de la diversité et l'inclusion. Donc, il y a plusieurs initiatives, mais je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il manque des moyens aussi. Il faut vraiment plus de moyens et puis qu'on arrête de couper dans les budgets, dans le communautaire. Ouais. Il faut qu'on injecte plus d'argent parce que les besoins ils augmentent et les moyens ils sont en train de diminuer. Ils réduisent. En termes de l'emploi, en termes de l'inclusion, en termes de l'accompagnement, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de programmes. Au jour le jour, maintenant, on parle en ce moment, il y a des centaines de milliers d'intervenants, de conseillers qui sont en train d'accompagner des nouveaux arrivants pour les orienter, pour les aider, les encourager, les aider à s'impliquer, puis à s'intégrer, etc. Mais il faut penser à leur donner aussi plus de moyens et puis plus de ressources, très important. Puis, pour terminer, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la diversité au travail? Moi, je peux figurer, là, mais je sais pas. Mais c'est quoi ton histoire là, derrière où tu t'es rendu, un peu ton parcours? Moi, comme je dis souvent, je pense que la diversité et l'inclusion, c'est eux qui m'ont choisi. Dans le sens que, déjà étant immigrant, moi-même, issu de l'immigration, arrivé au Québec il y a une quinzaine d'années, c'est sûr que j'ai fait face un peu à tout ça. J'ai vécu ce parcours migratoire. Des choses dont je parle dans mes formations et puis dans... T'as vécu. Je les ai vécu. Quand on parle de choc culturel, le parcours migratoire, les hauts et les bas et tout ça, le parcours d'intégration, j'ai été accompagné, puis je suis devenu accompagnateur. C'est ça aussi, comme j'étais un peu dans les deux revers de médaille. Et tant qu'usager, tant que participant et tant qu'on C'est vraiment excellent parce que ça donne un Donc, j'ai vécu tout ça dans mon parcours d'intégration, à chercher mes études, mes qualifications, à chercher mes expériences d'emploi, etc. Après, tant qu'accompagnateur, conseiller, coach de carrière, formateur, etc., j'ai aussi accompagné ceux qui accueillent et j'ai vu que c'est vraiment quelque chose de très important pour nous au Québec d'avoir ce travail-là de diversité, d'inclusion, parce que c'est ça qui va faire qu'on sera une société forte et puis en forte croissance, mais aussi en cohésion sociale. C'est pas seulement pour la justice sociale. Donc, j'ajoute à ça que je suis dans un couple interculturel. Ma conjointe est d'origine brésilienne-allemande. Et moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'interculturalité et plus. Et donc, ça m'a amené à dealer un peu, en bon québécois, comme on dit, avec différentes cadres de référence. Donc, que ce soit les Brésiliens sud-américains avec leur culture de côté de ma belle famille brésilienne ou ma belle famille allemande, super strict. Allemand, c'est différent. Le Brésilien, allemand. Avec beaucoup de rigueur, beaucoup de etc. Et c'est tout du bon monde. Mais ça m'a amené à dire, waouh, il y a vraiment différentes manières de voir le monde et de vivre les relations en général. Et j'ai dit, ça, c'est juste au niveau de couple. T'imagines dans les milieux de travail, t'imagines dans la société, c'est encore exponentiel. D'où l'importance de dialogue, de l'ouverture, de la tolérance, de surtout vraiment de se considérer des humains avant tout. Parce qu'on est tous des humains, en fin de compte, avec des sentiments, avec des attentes, avec des besoins, avec nos craintes, avec nos stress, avec tout ça. Tout le monde avec nos stéréotypes. Mais la règle, c'est que quand j'ai fait le cheminement et puis que j'ai fait l'accompagnement, j'étais accompagné après, j'accompagne maintenant en tant que coach et puis formateur et conseiller, etc. J'ai vu que c'est très important pour la santé d'abord mentale, mais la santé aussi économique et la santé vraiment de la société en général, de favoriser ces approches-là parce que ça fait justement converger, ça fait renforcer la société sur tous les niveaux, comme je dis, culturel, social, économique. Donc, ça m'a amené à ça. Et puis, j'ajoute à ça, je ne l'ai pas dit, mais j'ai des enfants neurodivergents aussi. Et donc, la neurodiversité aussi est venue dans ma vie pour dire qu'il y a différentes manières aussi d'être dans ce monde et de penser et puis de réagir et puis de penser, etc., que c'est important aussi. Donc, la diversité et l'inclusion font partie de ma vie personnelle, mais de ma vie professionnelle aussi. Et je suis très, très chanceux d'avoir vécu ce parcours qui m'a donné tous ces outils et puis ces connaissances puis pour pouvoir être au service justement de la diversité et de l'inclusion dans la société à ma hauteur ou selon mes compétences, selon ce que j'ai appris.
Super. Merci d'être venu au podcast, puis j'espère te revoir bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait un plaisir, si jamais. Merci.